Je n'ai jamais été du genre à confondre le travail et le reste. Pour moi, un bureau était un bureau. Un cadre précis, des règles claires, une hiérarchie à respecter. On y entrait le matin avec un objectif, on en sortait le soir en laissant tout derrière soi. Les émotions, les envies, les ambiguïtés, tout cela restait dehors, avec le bruit de la rue. C'est sans doute pour cette raison que je me sentais à ma place dans cette entreprise. J'y travaillais depuis un peu plus de 2 ans. Un poste solide, sans éclat inutile, mais avec une vraie perspective d'évolution. J'avais fait mes preuves, gagné la confiance de mes supérieurs, appris à me rendre indispensable sans jamais chercher à briller trop fort. Je savais exactement où je me situais, et cela me convenait. Elle était au sommet de cette structure, ma patronne, une femme respectée, presque crainte. Pas à cause de colère ou d'autorité excessive, mais à cause de sa maîtrise. Elle parlait peu, mais chaque mot comptait. Elle observait beaucoup, notait tout. Dans les réunions, elle laissait les autres s'exprimer, puis tranchait d'une phrase nette, précise, impossible à contester. Elle n'avait jamais eu besoin d'élever la voix. Physiquement, elle imposait aussi. Toujours impeccable. Des vêtements sobres, élégants, choisis avec soin. Rien d'ostentatoire, rien qui dépasse. Elle se tenait droite, marchait lentement, regard droit. Elle ne séduisait pas, elle dominait naturellement. Du moins, c'est ainsi que je la voyais. Jusqu'à ce soir-là, c'était une fin de journée comme tant d'autres, du moins en apparence. Les couloirs se vidaient peu à peu, les écrans s'éteignaient, les conversations se transformaient en murmures pressés. J'étais resté plus tard que prévu pour finaliser un dossier important, un rapport qu'elle devait examiner le lendemain matin. Vers 10 à 9 heures, je reçus un message bref. Passez à mon bureau quand vous aurez terminé. Rien d'inhabituel. Elle travaillait souvent tard. Moi aussi, ces derniers temps. Je terminais mes corrections, rassemblais les documents, puis me dirigeais vers son étage. Son bureau était silencieux, la lumière tamisée, les stores à moitié fermés, une atmosphère feutrée, presque hors du temps. Elle était assise derrière son bureau, concentrée, lunettes posées sur le nez. Elle leva les yeux en m'entendant entrer. « Asseyez-vous », dit-elle simplement. Je lui tendis le dossier. Elle le parcourut rapidement, hochant parfois la tête. Le silence s'étira, un silence dense, lourd, que seuls les froissements de papier venaient troubler. « Vous avez fait du bon travail », finit-elle par dire, un compliment direct. Rare. Je la remerciai, un peu raide, comme toujours. « Il y a juste un point que je voudrais revoir avec vous », ajouta-t-elle en se levant. Elle contourna le bureau et se plaça à côté de moi. Trop près peut être, mais je n'y prêtais pas attention. Elle se pencha pour montrer une ligne du rapport, son parfum discret flottant brièvement dans l'air. Je sentis sa présence sans la regarder. Ici, expliqua-t-elle, la formulation pourrait être plus. Elle s'interrompit. Je sentis alors quelque chose. Sa main, posée sur mon avant-bras, pas brusquement, pas ostensiblement, juste là, comme si c'était naturel, comme si cela n'avait aucune importance. Mais elle resta. Une seconde, puis une autre. Je sentis une chaleur étrange me parcourir. Mon corps réagit avant même que mon esprit ne comprenne. Je me figeai, ni recul, ni geste pour l'écarter. Je ne fis rien, je respirais à peine. Elle retira finalement sa main et poursuivit sa phrase, comme si de rien n'était, plus nuancée. Vous voyez ce que je veux dire? Je hochai la tête, incapable de formuler une réponse claire. Mon cœur battait trop vite. Une tension sourde s'était installée dans ma poitrine, un mélange de surprise, de trouble et d'incompréhension. Avais-je imaginé cette seconde de trop? Je me répétais intérieurement que ce n'était rien. Un geste banal, une maladresse. Elle parlait avec ses mains, après tout. Cela arrivait. Sauf que, non, je savais que ce n'était pas pareil. Elle ne touchait jamais ses collaborateurs. Jamais. Elle termina ses explications, me rendit le dossier, puis se rassit derrière son bureau. Vous pouvez disposer. Merci encore. C'était fini. Je quittai le bureau, traversai le couloir, pris l'ascenseur. Ce n'est qu'en sortant du bâtiment que je réalisai que j'avais les mains moites. Sur le chemin du retour, je revis la scène encore et encore. La position de sa main, la durée exacte, le silence qui avait suivi. Chaque détail me revenait avec une précision dérangeante. Une part de moi voulait minimiser. Une autre refusait d'ignorer ce que j'avais ressenti. Ce n'était pas seulement de la gêne, c'était autre chose. Une faille ouverte dans un cadre que je croyais solide. Une frontière floue là où je pensais qu'il n'y en avait aucune. Le lendemain matin, je l'observais différemment. Elle entra dans la salle de réunion comme d'habitude, calme, maîtrisée,
professionnelle, aucun regard insistant, aucun signe particulier. Elle me salua d'un léger hochement de tête, comme tous les autres. Personne n'aurait pu deviner. Et pourtant, je sentais que quelque chose avait changé. Pas autour de nous en moi. Chaque fois qu'elle parlait, je guettais un indice. Chaque fois qu'elle se déplaçait, je suivais ses gestes. Je me sentais ridicule, presque paranoïaque, mais je n'arrivais pas à m'en empêcher. Était-ce un test, un jeu, ou simplement une erreur que je surinterprétais? La journée passa lentement. Trop lentement. À plusieurs reprises, je crus sentir son regard sur moi, mais quand je levais les yeux, elle était absorbée par autre chose. Le soir venu, en rangeant mes affaires, je compris une chose qui me dérangea profondément. Je n'avais pas envie d'oublier ce geste. Cette pensée me fit tonte. Je tentais de la repousser, de me rappeler ma place, les règles, la hiérarchie. Mais une tension persistait, nichée quelque part entre la raison et le désir. Un seul geste, une seconde de trop, et soudain, plus rien n'était aussi simple qu'avant. Je savais que, quoi qu'il arrive ensuite, je ne pourrais plus jamais voir ce bureau, ni cette femme de la même façon. Les jours qui suivirent furent les plus longs de ma vie professionnelle. Rien, en apparence, n'avait changé. Les mêmes horaires, les mêmes dossiers, les mêmes réunions où chacun prenait la parole avec une prudence calculée. Les mêmes échanges polis près de la machine à café, la même routine rassurante qui, d'ordinaire, m'aidait à garder l'esprit clair. Mais à l'intérieur, tout était différent. Je me surpris à arriver plus tôt au bureau, comme si j'avais besoin de reprendre le contrôle, de m'ancrer dans quelque chose de solide, avant que mes pensées ne s'emballent. Je m'installais à mon poste, allumais mon écran, ouvrais des fichiers sans vraiment les lire. Mon esprit revenait sans cesse à cette scène, à ce contact bref, à cette seconde de trop. Je me disais que j'exagérais, que j'avais sûrement projeté mes propres tensions sur un geste anodin. Après tout, il n'y avait eu ni regard appuyé, ni parole déplacée, ni suite immédiate, juste une main posée, rien de plus. Et pourtant, je savais que ce n'était pas rien. Je commençais à l'observer avec une attention nouvelle, presque obsessionnelle. Pas comme un homme observe une femme, mais comme quelqu'un cherche une confirmation, une preuve que ce qu'il a ressenti était réel. Je notais tout, la manière dont elle se tenait, la façon dont elle s'adressait aux autres, son ton, ses silences. Avec les autres, elle était exactement la même, professionnelle, distante, efficace. Avec moi, rien de particulier, pas de sourire en plus, pas de regard insistant, pas de message tardif. Elle me traitait comme avant, peu, être même avec un peu plus de retenue, comme si elle voulait effacer quelque chose. Ce détail me troubla plus encore. Je me demandais si elle avait conscience de ce geste, s'il avait été réfléchi ou totalement inconscient. Avait-elle senti ma réaction? Avait-elle perçu ce léger raidissement de mon bras, ce souffle suspendu? Ou était seulement moi qui avais donné trop d'importance à une chose sans signification? Le silence qui entourait cet événement devenait pesant. Aucun mot n'était prononcé, mais tout semblait chargé d'un non-dit invisible. Chaque interaction banale me semblait artificielle, comme si nous jouions tous les deux un rôle, chacun de notre côté, en évitant soigneusement un sujet interdit. Je tentais de me concentrer sur mon travail. Je m'y plongeais avec une rigueur presque excessive, comme pour me punir de mes pensées. Je relisais mes rapports 3 fois, vérifiais chaque chiffre, anticipais chaque question. Si je restais irréprochable, peut-être que tout rentrerait dans l'ordre. Mais plus je m'efforçais de rester distant, plus je ressentais une tension sourde. Par moments, je me surprenais à espérer qu'elle fasse un pas, un signe, quelque chose qui viendrait confirmer que je n'avais pas rêvé. Puis, presque aussitôt, je me détestais pour cette pensée. J'avais honte de ce désir diffus, de cette attente silencieuse. Je n'étais pas naïf. Je connaissais les règles, les rapports de pouvoir, les risques. J'avais toujours méprisé ces histoires qui commençaient par une ambiguïté et finissaient par des regrets. Je me croyais au-dessus de ça. Et pourtant, j'y étais. Un après-midi, alors que je sortais d'une réunion, elle m'interpella dans le couloir. « Vous avez 1 minute ?» Mon cœur accéléra aussitôt. Je me reprochais cette réaction physique incontrôlable, mais elle était là, bien réelle. « Bien sûr », répondis-je. Elle me demanda simplement une précision sur un dossier en cours. Une question technique. Rien de personnel. Elle se tenait à une distance parfaitement correcte, les bras croisés, le visage neutre. Je répondis, la voix plus calme que je ne l'aurais cru. Elle acquiesça, me remercia, et s'éloigna. C'était tout. Je restais là quelques secondes, immobile, avec la sensation étrange d'avoir été à la fois soulagé et déçu, comme si une tension attendue n'avait pas trouvé d'issue.
Le soir, chez moi, le silence était encore plus lourd. J'essayais de me distraire, de regarder un film, de lire, mais mon esprit revenait sans cesse au bureau, à elle, à cette frontière invisible que je sentais vaciller. Je me surpris à analyser mes propres réactions. Était-ce vraiment elle qui me troublait, ou la transgression elle-même, le fait que, pour une fois, le cadre ait été fissuré? Peut être que ce qui m'avait tant marqué, ce n'était pas son geste, mais la possibilité qu'il représentait, une possibilité que je n'avais jamais envisagée. Les jours passèrent ainsi, dans une tension muette. Nous travaillions côte à côte sans jamais évoquer ce qui s'était passé. Mais cette retenue avait quelque chose d'artificiel, presque fragile, comme un silence trop bien entretenu pour être innocent. Je remarquais aussi un changement subtil chez elle. Rien de flagrant, rien que l'on puisse reprocher. Mais elle me confiait plus de tâches, me sollicitait davantage. Elle me demandait mon avis, parfois même en dehors de mon périmètre habituel, comme si elle cherchait à créer une proximité professionnelle irréprochable pour masquer autre chose. Ou peut-être étais-je encore en train d'interpréter. Un soir, alors que je quittais le bureau, je la croisai dans le hall. Elle attendait l'ascenseur. Nous nous retrouvâmes seuls, face à face, dans ce silence familier devenu presque oppressant. « Vous travaillez beaucoup en ce moment ?» dit-elle après un instant. « Oui. J'essaie de tenir les délais. » Elle me regarda quelques secondes, sans sourire. Un regard calme, profond, difficile à lire. « Faites attention à ne pas vous épuiser », ajouta-t-elle. Ces mots, pourtant simples, me touchèrent plus que je ne l'aurais voulu. Il y avait dans sa voix une nuance différente, une préoccupation discrète, presque personnelle. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Nous entrâmes. Le trajet fut bref, mais chaque seconde me sembla interminable. Je sentais sa présence à côté de moi, sans qu'aucun contact n'ait lieu, et cette absence de contact était presque plus troublante que le geste initial. Arrivée au rez-de-chaussée, elle sortit la première. « Bonne soirée », dit-elle. « Bonne soirée », répondis-je. Je la regardais s'éloigner, consciente de chaque pas, de chaque mouvement. Une certitude s'imposa alors à moi, lente mais implacable. Le silence n'effaçait rien. Il nourrissait tout, et tant que ce geste resterait sans mots, sans explication, il continuerait de se répéter dans mon esprit, de prendre de l'ampleur, de transformer chaque interaction en terrain glissant. Je compris ce soir-là que ce n'était plus seulement une question de travail. Quelque chose s'était déplacé, subtilement, irréversiblement, et je ne savais pas encore lequel de nous deux oserait briser ce silence en premier. À partir de ce moment-là, je cessai d'attendre un signe clair, pas parce que je n'en voulais plus, mais parce que j'avais compris qu'il n'y en aurait pas. Pas de phrase explicite, pas de geste évident, rien qui puisse être saisi, nommé, accusé. Tout se jouerait ailleurs, dans cet espace trouble où les intentions se devinent sans jamais se dire. Le jeu avait commencé. Je ne saurais dire quand exactement la dynamique s'est déplacée. Ce ne fut ni brutal, ni spectaculaire. Plutôt une succession de détails insignifiants pris isolément, mais impossibles à ignorer une fois mis bout à bout. Elle commença par me demander de rester après certaines réunions. Officiellement pour clarifier un point, affiner une stratégie, préparer une présentation. Rien d'anormal. J'étais compétent, impliqué, disponible, le candidat idéal pour ce genre d'échange. Mais ces discussions s'allongeaient. Nous restions seuls dans la salle, les autres partis depuis longtemps. Elle s'asseyait moins loin, retirait parfois sa veste, relâchait légèrement la posture rigide qu'elle affichait en public. Sa voix devenait plus basse, plus posée. Le temps semblait ralentir. Je faisais attention à tout, à la distance entre nos chaises, à la manière dont elle croisait les jambes, à ses silences, surtout. Des silences qui n'étaient plus vides, mais chargés d'une attente diffuse. Je me disais que j'inventais, que mon esprit cherchait des motifs là où il n'y en avait pas. Pourtant, une part de moi savait reconnaître un glissement quand il se produisait. Un soir, alors que nous révisions un dossier complexe, elle posa une question qui n'avait rien à voir avec le travail. « Vous aimez ce que vous faites, ici ?» Je relevai la tête, surpris. « Oui », répondis-je après un court instant. « J'aime ce que j'apprends. Et les responsabilités ?» Elle hocha lentement la tête. Et en dehors du travail, je sentis une tension familière remonter en moi. Cette question était simple, presque banale. Mais elle ne l'était pas dans ce contexte, pas dans ce bureau fermé, à cette heure tardive. J'essaie de garder un équilibre, dis-je prudemment. Elle esquissa un sourire léger, à peine perceptible. L'équilibre est une chose fragile, dit-elle. Surtout quand on s'investit autant. Ces mots résonnèrent plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Elle ne me regardait pas directement. Son regard était posé quelque part entre moi et le dossier,
comme si elle mesurait la portée de ce qu'elle venait de dire. À partir de ce jour, les conversations changèrent de nature. Toujours professionnelle en apparence, mais traversée de confidences discrètes. Elle évoqua son parcours, les sacrifices nécessaires pour atteindre sa position, les choix qu'elle avait dû faire, les relations mises de côté, les compromis imposés par le pouvoir. Je l'écoutais, attentif, troublé par cette proximité nouvelle. Elle ne se confiait jamais ainsi. Personne ne l'avait jamais vue le faire. Et pourtant, elle le faisait avec moi. Les gens pensent que tout est plus simple quand on est en haut, dit-elle un soir. Ils se trompent. Il y avait dans sa voix une fatigue sincère, une vulnérabilité maîtrisée, mais réelle. Je répondis avec prudence, choisissant mes mots, conscient que chaque phrase pouvait renforcer ou briser quelque chose. Je ne voulais pas franchir une limite. Pas consciemment, mais je sentais déjà que cette limite se déplaçait sans me demander mon avis. Elle se mit à me solliciter pour des décisions plus importantes, à me demander mon opinion sur des sujets stratégiques, à m'inclure dans des échanges auxquels je n'aurais jamais eu accès auparavant. C'était flatteur. Inévitablement, je sentais le regard des autres changer. Des collègues me posaient plus de questions. Certains semblaient intrigués, d'autres méfiants. Personne ne disait rien, mais les dynamiques évoluaient. Je devenais visible, trop visible, et elle le savait. Un soir, alors que je quittais son bureau, elle me retint d'une phrase. « Vous savez que je vous fais confiance. » Je me retournai. Elle me regardait droit dans les yeux. Pas de sourire, pas de détour. « Oui, » répondis-je. Cette confiance, elle n'est pas donnée à la légère. Je compris alors que ce n'était pas seulement une reconnaissance professionnelle. Il y avait autre chose. Quelque chose de plus personnel, de plus risqué. Je commençais à ressentir une forme de vertige, comme si je marchais sur un fil, conscient du vide de chaque côté, mais incapable de rebrousser chemin. À plusieurs reprises, je me dis que je devais poser une limite claire, dire quelque chose, recentrer les échanges, réintroduire une distance. Mais chaque occasion de le faire me semblait inappropriée, presque agressive. Elle ne faisait rien de condamnable, rien de tangible. Comment reprocher une attention, une écoute, une confiance? Le piège était là. Plus elle restait dans l'ambiguïté, plus je me sentais responsable de ce que je ressentais, comme si tout venait de moi, comme si j'étais le seul à interpréter, à projeter, à désirer. Et pourtant, certains gestes trahissaient une intention. Un jour, en me passant un document, ses doigts effleurèrent les miens. Un contact, bref, presque imperceptible, mais qui me parcourut comme une décharge. Elle ne s'excusa pas, ne se retira pas immédiatement. Elle soutint mon regard une fraction de seconde de plus que nécessaire. Puis elle s'éloigna. Je restai là, le cœur battant, avec la certitude que ce n'était pas un hasard. À partir de ce moment-là, je compris que ce n'était plus une question de malentendu. C'était une danse silencieuse, où chacun avançait un pas, puis s'arrêtait, laissant l'autre décider de la suite. Je me surpris à attendre ces moments, à espérer ces échanges prolongés, à ressentir une excitation mêlée de peur chaque fois que je recevais un message de sa part en fin de journée. Je savais que je devais faire attention, que ce jeu pouvait me coûter cher. Mon poste, ma réputation, mon équilibre. Mais je savais aussi autre chose. Je n'étais plus simplement en train de subir cette situation. J'apparticipais. Un soir, alors que nous étions seuls dans son bureau, elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Elle resta silencieuse un long moment, regardant la ville illuminée en contrebas. « Il y a des décisions qu'on prend sans s'en rendre compte, dit-elle enfin. Et quand on réalise leurs conséquences, il est déjà trop tard. » Je ne répondis pas. Je sentais que tout ce que je pourrais dire serait une prise de position, un aveu, d'une certaine manière. Elle se tourna vers moi. « Vous comprenez ce que je veux dire ?» Je la regardai. Longtemps. Oui, je comprenais. Et à cet instant précis, j'eus la possibilité de mettre fin à ce jeu, de détourner le regard, de rappeler le cadre, de reprendre le contrôle. Je ne le fis pas. Je me contentai d'acquiescer, lentement. Et dans ce silence partagé, je sus que la frontière venait de céder un peu plus. Je compris que quelque chose avait définitivement basculé le jour où je cessais de me demander si c'était dangereux, pour ne plus penser qu'à comment gérer les conséquences. Avant, il y avait encore une zone floue, une marge d'interprétation confortable. Un espace où je pouvais me dire que rien n'était réellement engagé, que tout pouvait encore être nié, effacé, réinterprété, mais cette zone se réduisait chaque jour un peu plus, comme une pièce dont les murs se rapprochent lentement. La frontière n'était plus seulement menacée, elle était en train de se fissurer. Cela commença par des détails presque invisibles, des décisions prises plus vite quand elles venaient de moi,
des propositions acceptées sans débat, des responsabilités nouvelles qui me tombaient dessus sans passer par les circuits habituels. Officiellement, c'était mérité. Personne n'aurait pu le contester ouvertement, mais officieusement, je sentais le regard des autres. Certains collègues se montraient plus distants, d'autres, au contraire, cherchaient à se rapprocher, espérant profiter de ma nouvelle position informelle. Je devenais un point de passage, un relais, un homme qu'on observait, et elle le savait. Elle ne m'en parlait jamais directement, mais je sentais qu'elle surveillait ses mouvements, qu'elle évaluait l'impact de notre proximité sur l'équilibre général. Sa maîtrise était intacte, mais quelque chose avait changé dans sa manière d'interagir avec moi. Elle se permettait désormais des silences plus longs, des regards qui s'attardaient, des remarques personnelles glissées entre deux phrases techniques. « Vous avez l'air fatigué aujourd'hui », me dit-elle un matin en me croisant dans le couloir. Ce n'était pas une critique, ni une simple observation. C'était une attention. « J'ai un peu dormi », répondis-je. « Vous devriez lever le pied », ajouta-t-elle. « Ce poste peut dévorer ceux qui s'y investissent trop. » « Ce poste ?» Ou elle ? Je me surpris à analyser chacune de ces phrases, à chercher ce qu'elle disait au-delà des mots. C'était épuisant. Et pourtant je ne voulais pas arrêter. Le véritable tournant eut lieu lors d'un déplacement professionnel. Un rendez-vous important dans une autre ville. Un client stratégique. Elle décida que je l'accompagnerais. Une décision logique, compte tenu de mon implication dans le dossier. Mais lorsque la liste des participants fut communiquée, je remarquai que nous serions les seuls à faire le déplacement. 2 jours, une nuit sur place. Je passais les jours précédents dans un état de tension presque permanente. J'essayais de me convaincre que je dramatisais. Après tout, les déplacements professionnels faisaient partie du métier. Il n'y avait rien d'anormal à cela. Mais je savais que le contexte serait différent. Le jour du départ, nous prîmes le train tôt le matin. Elle s'installa en face de moi, élégante, comme toujours, concentrée sur son ordinateur. Nous parlions peu. Le silence n'était pas inconfortable. Il était chargé. À un moment, elle leva les yeux et me regarda longuement. « Vous êtes nerveux », dit-elle calmement. « Un peu, avouai-je. Ce rendez-vous est important, mais vous êtes prêt. » Je hochai la tête. Elle sourit légèrement. « Faites-moi confiance. » Ces mots, pourtant simples, me traversèrent comme une promesse dangereuse. La réunion se déroula parfaitement. Professionnalisme impeccable. Aucun geste déplacé, aucun regard ambigu. Nous formions une équipe efficace, complémentaire. Aux yeux des autres, rien ne laissait deviner la tension sous-jacente. C'est le soir que tout changea. Après le dîner avec le client, nous rentrâmes à l'hôtel. Le hall était calme, trop calme. Les couloirs feutrés, la lumière douce. Un environnement propice aux confidences ou aux erreurs. Nous prîmes l'ascenseur ensemble. Le silence était plus lourd que jamais. Arrivée à notre étage, elle s'arrêta devant sa porte, puis se tourna vers moi. « Vous voulez venir boire un verre ? Juste pour débriefer. » La phrase était parfaitement formulée, professionnelle, inattaquable. Je savais que je pouvais refuser, que c'était encore possible, que personne ne m'y obligeait, mais je n'en eus pas la force. « D'accord », répondis-je. Sa chambre était semblable à elle, ordonnée, élégante, sans fioritures. Elle posa son sac, retira ses chaussures, se servit un verre de vin, m'entendit un autre. Nous parlâmes du client, du dossier, des prochaines étapes. Puis, progressivement, la conversation glissa ailleurs, sur la pression, sur la solitude des responsabilités, sur les choix qu'on fait, parfois sans en mesurer le prix. « Vous savez ce qui est le plus difficile ?» dit-elle en regardant son verre. « C'est de ne jamais pouvoir être simplement soi-même. » Je la regardais. Elle semblait fatiguée, plus humaine que jamais. « Tout le monde projette quelque chose sur vous, » poursuivit-elle, « une image, une fonction, un rôle, et vous finissez par vous y enfermer. » Je ne répondis pas tout de suite. J'avais l'impression qu'elle parlait aussi de moi, de nous. Et parfois, reprit-elle, on a envie de baisser la garde. Elle leva les yeux vers moi. Son regard n'avait plus rien de professionnel. Le silence s'installa, dense, électrique. Je sentis alors le poids de la situation m'écraser. Ce n'était plus une ambiguïté confortable. C'était un choix, clair, brut. Elle se leva lentement et s'approcha, pas trop près. Juste assez pour que je sente sa présence, pour que je comprenne que cette fois, le geste ne serait pas accidentel. « Dites-moi d'arrêter », murmura-t-elle. Ces mots me coupèrent le souffle. Elle me laissait une porte de sortie. Une seule, fragile, presque symbolique. Je pensais à mon poste, à l'entreprise, à l'image que j'avais de moi-même, à cette frontière que j'avais toujours juré de ne jamais franchir.
Je pensais aussi à tout ce qui nous avait conduit là. Au silence, au regard, aux gestes retenus. Je ne dis rien. Elle posa alors sa main sur mon bras. Cette fois, il n'y eut aucune ambiguïté, aucun hasard, aucun prétexte. Je ne reculais pas. Ce contact, pourtant simple, c'est là quelque chose d'irréversible. Pas parce qu'il était physique, mais parce qu'il était assumé. La frontière était franchie, pas dans un élan passionné, mais dans une lente acceptation. Plus tard, seul dans ma chambre, je restai longtemps assis sur le lit, incapable de dormir. Mon esprit tournait en boucle. Je savais que rien ne serait plus comme avant. Ce n'était plus une tension silencieuse. C'était une réalité. Et je compris alors que ce qui me faisait le plus peur, ce n'était pas ce que nous venions de briser, mais ce que cela allait exiger de moi. Désormais, le retour au bureau eut un goût étrange, presque métallique. Rien n'avait changé autour de moi, et pourtant tout était différent. Les mêmes visages, les mêmes couloirs, les mêmes réunions planifiées à la minute près. Mais je marchais dans cet espace familier comme dans un décor devenu trop étroit, conscient à chaque pas de ce qui s'y était joué hors champ. Nous n'en parlâmes pas. Pas le premier jour, pas le deuxième non plus. Elle se comportait avec une maîtrise impeccable, professionnelle, distante, irréprochable. Aucune allusion, aucun geste déplacé. Si quelqu'un nous avait observés de près, il n'aurait rien vu d'anormal. Et c'était peu, être cela, le plus troublant. Moi, en revanche, je luttais. Je dormais mal. Je me réveillais trop tôt, l'esprit saturé de pensées contradictoires. Une part de moi se sentait étrangement apaisée, comme si une tension ancienne avait enfin trouvé une issue. Une autre se débattait dans une inquiétude sourde, consciente d'avoir mis le pied dans une zone où les règles n'étaient plus claires. Je devenais irritable, distrait, moins précis qu'à l'habitude. Chaque fois que je croisais son regard en réunion, je ressentais une décharge électrique que je m'efforçais de dissimuler derrière un masque neutre. Le plus difficile n'était pas ce qui s'était passé, c'était ce qui n'était pas dit. Les jours suivants, je remarquais un changement subtil dans sa manière de me solliciter. Elle continuait à me confier des dossiers importants, mais quelque chose s'était durci, comme si elle avait repris une distance volontaire, presque excessive. Un retour au cadre, trop appuyé pour être naturel. Ce contraste me déséquilibrait. Avait-elle regretté? Avait-elle décidé de tout compartimenter? Comme si rien ne s'était réellement produit. Je me surpris à ressentir une forme d'amertume, une sensation injustifiée, presque immature. Je m'en voulais aussitôt. Après tout, n'était-ce pas ce que j'avais voulu, au fond, un retour à la normalité? Un après-midi, alors que je travaillais sur un rapport, je reçus un message bref. Passé à mon bureau à la fin de la journée. La phrase me glaça. Je passais les heures suivantes dans un état de tension constante. Mon esprit oscillait entre anticipation et appréhension. Je me préparais à toutes les hypothèses, sans parvenir à en privilégier une. Quand je frappais à sa porte, elle était déjà là, debout près de la fenêtre. Le bureau était rangé avec une précision presque clinique. Aucun dossier ouvert, aucun prétexte professionnel évident. « Fermez la porte », dit-elle sans se retourner. Je m'exécutais. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis se tourna vers moi. Son visage était calme, mais son regard grave. « Nous devons parler ». Ces mots, simples et directs, m'arrachèrent un soupir que je n'avais pas prévu. « Oui », répondis-je. Elle m'indiqua une chaise. Je m'assis, les mains jointes, conscient de chaque battement de mon cœur. Ce qui s'est passé lors du déplacement, commença-t-elle. Elle s'interrompit. Cherchait ses mots. Je la voyais lutter contre quelque chose. Peut, être contre elle-même, ne peut pas continuer ainsi. Je sentis une pointe de soulagement mêlée à une déception sourde. Elle poursuivit, d'une voix maîtrisée. Nous avons franchi une limite qui me concerne autant que vous. Et je refuse que cela compromette ce que nous avons construit ici. Je la regardais, cherchant à déchiffrer ce qui se cachait derrière cette déclaration. Était-ce une mise à distance sincère, une tentative de contrôle, ou une manière de se protéger? Je comprends, dis-je finalement. Ma voix me sembla étrangère, trop calme. Elle plissa légèrement les yeux. Est-ce vraiment le cas? Cette question me désarma. Je comprends les risques, repris-je, et je sais que la situation est compliquée. Compliquée n'est pas le mot, dit-elle sèchement. Elle est dangereuse. Le silence retomba, plus lourd encore que les précédents. Dites-moi, reprit-elle, est-ce que vous regrettez? Je restai figé. Je n'avais pas anticipé cette question, pas formulée ainsi, pas posée aussi frontalement. Je pris une inspiration lente. Non, dis-je finalement. Mais je suis inquiet. Elle soutint mon regard. Inquiet de quoi?
de ne plus savoir où je me situe, de ne plus être certain que mes décisions soient vraiment les miennes, de ne plus pouvoir distinguer le professionnel du reste. Mes mots semblaient résonner dans la pièce. Je venais de dire tout haut ce que je tentais d'ignorer depuis des jours. Elle détourna le regard un instant, comme touchée malgré elle. « Vous pensez que je vous influence ?» dit-elle doucement. « Je pense que la situation crée un déséquilibre, » répondis-je. « Que je le veuille ou non. » Elle se rassit lentement derrière son bureau, comme si ce geste lui rendait une part de son autorité. « Vous n'êtes pas un enfant, » dit-elle. « Je ne vous ai rien imposé. »« Je le sais, » répondis-je aussitôt. « Et c'est justement pour cela que c'est difficile. » Elle me fixa longuement, comme si elle évaluait mes paroles, leur sincérité, leur portée. « Ce que nous avons fait, » dit-elle enfin, « ce n'était pas une erreur impulsive, c'était un choix. Mais un choix qui ne peut pas s'inscrire dans la durée sans conséquences graves. » Je hochai la tête. « Alors que faisons-nous » demandai-je. Elle hésita. Ce simple silence me fit comprendre qu'elle n'avait pas de réponse toute faite. « Nous arrêtons, » dit-elle finalement, « ici, maintenant. » Ces mots tombèrent avec une brutalité contenue. « Et nous faisons en sorte que cela n'ait jamais d'impact sur votre carrière, ni sur la mienne. » Je sentis une tension étrange se dénouer en moi, un mélange de soulagement, de tristesse et de frustration. « Est-ce vraiment possible » demandai-je. « C'est nécessaire » répondit-elle sans hésiter. Je me levai lentement. « Très bien » dis-je. Elle se leva à son tour, contourna le bureau et s'arrêta à quelques pas de moi. Son regard était plus doux, presque vulnérable. « Je veux être claire » ajouta-t-elle. « Ce n'est pas un rejet, c'est une responsabilité. Je la crus, ou du moins, je voulus la croire. Je ferai en sorte que tout reste professionnel, poursuivit-elle. Mais cela suppose que vous en fassiez autant. Je le ferai, répondis-je. Nous restâmes là, face à face, conscients que cette conversation ne refermait pas tout, qu'elle posait simplement un couvercle fragile sur quelque chose de bien plus complexe. « Vous pouvez y aller » dit-elle enfin. Je quittai le bureau sans me retourner. Dans le couloir, je m'appuyai un instant contre le mur, laissant l'air remplir mes poumons. J'avais l'impression d'avoir traversé une tempête silencieuse, sans être certain d'en être sorti indemne. Ce soir-là, je compris que la confrontation n'avait pas mis fin à l'histoire. Elle venait simplement d'en changer la nature. Et au fond de moi, une question persistait, lourde et obsédante. Pouvait-on vraiment revenir en arrière? Une fois que certaines vérités avaient été dites, les jours qui suivirent la confrontation furent étrangement calmes. Pas un calme apaisant, un calme prudent, mesuré, presque artificiel. Nous tenions parole, l'un comme l'autre. Les échanges étaient strictement professionnels, précis, efficaces. Les réunions reprirent leur cadence habituelle. Les décisions suivaient à nouveau les circuits officiels. Aux yeux de tous, l'équilibre semblait rétabli. Mais je savais que ce n'était qu'une apparence. Je continuais à travailler avec la même rigueur, être même davantage. Je refusais toute faveur implicite, toute proximité superflue. Je contrôlais mes gestes, mes mots, mes silences. Je voulais être irréprochable. Pour moi, pour elle. Pour effacer ce qui ne pouvait pas être effacé. Elle aussi semblait déterminée à maintenir cette distance. Elle m'adressait la parole comme à n'importe quel collaborateur. Ni plus, ni moins. Mais parfois, dans un regard furtif, dans une pause trop longue entre deux phrases, je percevais une tension qu'elle ne maîtrisait pas totalement. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était de la lucidité. Nous savions tous les deux ce que nous avions risqué et ce que nous avions évité de justesse. Pourtant, quelque chose avait changé en moi de façon irréversible. Je n'étais plus tout à fait le même homme qu'avant ce geste, avant cette nuit, avant cette conversation. J'avais perdu une forme d'innocence professionnelle, celle qui consiste à croire que les cadres protègent de tout. J'avais compris que les règles ne suffisent pas à contenir les failles humaines. Et surtout, j'avais compris que le pouvoir n'était jamais abstrait. Il s'incarne, il se glisse dans les regards, dans les silences, dans les choix qui semblent anodins. Un matin, en arrivant au bureau, je trouvai sur mon bureau une note manuscrite, quelques lignes, sobres. « Merci pour votre professionnalisme. Nous ferons bientôt le point sur la suite de votre évolution. » Aucune signature. Inutile. Je restai un long moment à fixer le papier. Était-ce une reconnaissance sincère, une tentative de normalisation, ou un dernier écho de ce qui nous liait malgré nous? Je ressentis une lassitude profonde, plus que du soulagement, plus que de la satisfaction. Une fatigue morale que je n'avais jamais connue auparavant. Je compris alors que je devais prendre une décision qui ne dépendait plus d'elle. Quelques semaines plus tard, une opportunité se présenta. Un poste dans une autre filiale.
Même niveau de responsabilité. Un environnement différent. Une distance suffisante pour respirer à nouveau. Je n'en parlais à personne au début. Je pesais chaque aspect, chaque conséquence. Partir signifiait renoncer à une trajectoire rapide, à une proximité stratégique. Mais rester signifiait continuer à évoluer dans un espace chargé de non-dits, de souvenirs et de tensions contenues. Un soir, je frappai à sa porte. Elle leva les yeux, surprise, puis m'invita à entrer. Cette fois, la porte resta ouverte. « J'ai une proposition », dis-je calmement. « Une mutation interne. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle me regarda, longuement. « Et vous envisagez de l'accepter » ? « Oui. » Il n'y avait ni reproche, ni accusation dans ma voix, juste une certitude tranquille. Elle inspira lentement. « Your voice. » Ce n'est pas une fuite, ajoutai-je. C'est une manière de remettre les choses à leur place. Elle hocha la tête. Son regard était grave mais serein. « C'est sans doute la décision la plus saine, » dit-elle finalement. Nous restâmes silencieux quelques secondes. Un silence différent, plus léger, comme si quelque chose venait enfin de se poser. « Je tiens à ce que vous sachiez une chose, » reprit-elle. « Ce qui s'est passé ne définit ni votre valeur, ni votre carrière. Vous avez toujours été compétent, et vous le resterez. » Je la remerciai. Sincèrement. « Et vous ?» demandai-je doucement. Elle esquissa un sourire discret. « J'apprendrai aussi. » Ce fut la dernière fois que nous abordâmes le sujet. Le jour de mon départ, je traversai les couloirs avec un sentiment étrange de clôture. Les collègues me serrèrent la main, me souhaitèrent bonne chance. Personne ne posa de questions. Personne ne semblait soupçonner ce qui avait réellement motivé ce changement. En quittant le bâtiment, je jetai un dernier regard en arrière, pas vers son bureau, vers l'ensemble, vers cet endroit qui m'avait tant apporté et tant appris parfois malgré lui. Les mois passèrent. Dans mon nouveau poste, je retrouvais une forme de stabilité, un cadre clair, des relations simples. Je travaillais avec sérieux, sans arrière-pensée. Peu à peu, la tension s'estompa. Les souvenirs perdirent leur charge émotionnelle, sans jamais disparaître complètement. Je repensais parfois à elle, pas avec regret, pas avec amertume, plutôt avec une lucidité apaisée. Nous n'avions pas été imprudents par désir. Nous l'avions été par solitude. Un soir, en rentrant chez moi, je réalisai quelque chose qui me surprit moi-même. Je ne ressentais plus ni honte, ni colère, ni frustration, seulement une forme de gratitude calme. Cette expérience m'avait forcé à regarder en face ce que je croyais immuable. Les frontières, le consentement, la responsabilité. Elle m'avait appris que les gestes, même discrets, portent un poids immense quand ils s'inscrivent dans un rapport de pouvoir. Un seul geste avait suffi à fissurer un monde parfaitement ordonné. Mais il m'avait aussi appris à reconstruire, différemment. Aujourd'hui, quand je repense à cette période, je ne cherche plus à la juger, ni à la romantiser. Je l'accepte pour ce qu'elle a été, un moment de vérité, inconfortable et nécessaire. Parce qu'au fond, ce n'est pas le geste qui a tout changé, c'est ce que j'ai choisi d'en faire après.